bienvenue dans votre journal de la Méditerranée. Comme chaque semaine, nous allons revenir sur les temps forts qui ont marqué l'actualité dans le bassin méditerranéen. Nous irons en Espagne, en Catalogne plus précisément, pour faire un état des lieux de la situation des jeunes dans cette région. La crise économique ne leur laisse que très peu de perspectives et c'est peut-être l'explication du succès des indépendantistes catalans lors du scrutin de dimanche dernier. L'Italie, quant à elle, peut donner des leçons en matière d'organisation de scrutin. Là-bas, la gauche et les primaires, c'est déjà une longue histoire. Aucune fraude ni suspicion n'entache les résultats. Nous irons voir comment elle s'y prend. Enfin, le retour sur scène de Gnawa Diffusion. Le groupe franco-algérien au rythme métissé est en tournée mondiale. Son chanteur, Amazigh Kateb, est notre visage de la Méditerranée cette semaine. Mais pour commencer, un vote historique au siège des Nations Unies à New York jeudi. La Palestine est devenue officiellement État observateur non membre à l'ONU. 138 pays, dont la France, ont voté pour, 9 contre et 41 se sont abstenus. C'est l'explosion de joie dans les territoires palestiniens. Côté israélien, les autorités affirment que ce statut ne change rien, car selon elles, il ne fait pas de la Palestine un État. Ce nouveau statut a été acquis et ce n'est pas un hasard. 65 ans jour pour jour après la partition de la Palestine par l'ONU, qui prévoyait 2 États, un juif et un arabe, c'était en 1947. Depuis, d'innombrables guerres ont eu lieu et rien n'a changé. 65 ans d'un conflit qui a touché plusieurs générations. Quelques heures avant le cessez-le-feu à Gaza, nous nous rendons dans une des grandes familles de la ville. Une explosion juste derrière, le quotidien à Gaza pendant les 8 jours du conflit. Nous avons rendez-vous avec ce père de famille qui a perdu son fils de 16 ans. Le garçon a été happé par une attaque israélienne. Tout ce que cet homme redoutait le plus est arrivé. Quand mes autres enfants ont vu leur frère mort, ils sont devenus fous. Ils m'ont dit « Pourquoi tu nous enseignes à être ingénieur ou docteur? À quoi ça sert ?» Israël, tu ne te rends pas compte qu'en faisant ça, tu plantes la graine de la haine dans nos petits-enfants. Son fils est venu rallonger la longue liste des membres de la famille Harara tués dans cette guerre interminable. Un cousin apporte les photos des morts depuis la création de l'État d'Israël en 1947. Ces visages, c'est toute l'histoire du conflit israélo-palestinien. 48, 67, 73, 86, 2006, 8, 12, pas une guerre sans un deuil familial. Le patriarche se souvient de la mort de son oncle, il avait alors 14 ans. J'étais dévasté et je me suis dit que je devais venger mon oncle. Notre sang a de la valeur. 54 ans plus tard, son petit-fils âgé de 16 ans tient les mêmes propos. Il a vu son cousin mourir. Je ferais n'importe quoi pour venger mon cousin, parce qu'il n'a rien fait de mal. C'était un civil. Le garçon dit que pour autant il ne veut pas mourir en martyr. Avec ses cousins, il parle de sa peur des bombardements, le son, les vibrations. Et quand on demande à cette famille palestinienne si la violence est la seule solution, voici sa réponse. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait rester assis les bras croisés alors qu'eux nous tuent? On doit répondre œil pour œil. Tant que nous n'aurons pas une terre, un État, ce problème sera récurrent. Tous les jours, il y aura des martyrs, des morts, et cette vie horrible. Une famille comme tant d'autres à Gaza. Et toujours en Palestine, mais en Cisjordanie, cette fois à Ramallah, le corps de Yasser Arafat a été exhumé mardi, 8 ans après sa mort. Des experts internationaux ont réalisé des prélèvements sur la dépouille du leader palestinien. Il s'agit de confirmer ou d'infirmer la thèse de l'empoisonnement, une rumeur qui court depuis des années. C'est en pleine nuit, à l'abri des regards, que la tombe de Yasser Arafat a été ouverte. Pendant quelques heures, les experts internationaux ont effectué des prélèvements sans sortir le corps de sa tombe. Ils sont descendus dans le caveau pour faire leurs examens. 8 ans après son décès, les experts cherchent à déterminer s'il a été empoisonné. Le 30 octobre 2004, Yasser Arafat avait quitté en urgence son QG de Ramallah en Cisjordanie. Il est gravement malade. Hospitalisé à l'hôpital militaire de Percy en France, il décède le 11 novembre. Dès ses obsèques, en présence d'une foule considérable, les rumeurs d'assassinat circulent.
En juillet dernier, la chaîne Al Jazeera relance le débat. Dans un reportage, elle explique que des traces d'une substance radioactive, le polonium-210, ont été retrouvées sur ses effets personnels. Sa veuve, Soha, dépose plainte en France. Yasser Arafat a-t-il été assassiné? Si oui, par qui? Certains Palestiniens accusent Israël, d'autres évoquent des rivalités liées à sa succession. Aujourd'hui, de nombreux spécialistes sont très sceptiques devant cette thèse de l'empoisonnement au polonium. Pour que le polonium soit responsable de la mort, il faut qu'il ait détruit la moelle, c'est pas le cas. Donc on est devant quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens. Yasser Arafat a de nouveau été inhumé. Les premiers résultats des prélèvements sont attendus dans 3 mois. En Syrie à présent, une vaste opération a été lancée par le régime syrien autour de Damas vendredi, alors que les moyens de communication ont été coupés dans le pays. Une intervention qui fait suite au double attentat à la voiture piégée qui a fait plus de 50 morts et des dizaines de blessés mercredi dans une localité favorable au régime de Bachar al-Assad dans la banlieue de Damas. En Égypte, au Caire, la célèbre place Tahrir est régulièrement occupée depuis une semaine par des manifestants qui accusent Mohamed Morsi, le président égyptien, de dérive autoritaire. Un projet de nouvelle constitution a été adopté en toute hâte vendredi. Il devrait être soumis à référendum, un texte fondamental largement écrit par les frères musulmans et que dénonce l'opposition essentiellement laïque. L'adoption de ce projet survient en pleine crise politique sur les pouvoirs présidentiels renforcés que Mohamed Morsi s'est octroyé la semaine dernière. En Espagne, la Catalogne aurait-elle fait un pas de plus vers l'indépendance? Dans cette région autonome, les électeurs ont été appelés aux urnes dimanche dernier pour renouveler le Parlement catalan. S'ils ont infligé une claque au chef de file nationaliste Artur Mas, ils ont également voté en majorité pour les partis favorables à un référendum sur l'autodétermination. Nous avons voulu savoir comment cette poussée indépendantiste était perçue par les Catalans côté français. Si d'un côté des Pyrénées à Barcelone, c'est l'effervescence, à 200 km de là, de l'autre côté de la frontière, Perpignan regarde se jouer l'avenir de sa cousine catalane. Je trouve ça bien de revendiquer l'identité catalane, hein. Je suis catalan, mais en demander l'indépendance, non. L'indépendance est une sorte de folie psychologique que je comprends très bien. Je connais bien la Catalogne, mais dont je ne partage pas les principes à l'heure de l'Europe. Perpignan, capitale des Pyrénées-Orientales, où le taux de chômage avoisine les 15%, un des départements les plus pauvres de France, qui pourrait tout gagner, selon les indépendantistes, si la Catalogne devenait un État souverain. Tout le sud, c'est un immense gâchis, il n'y a pas d'économie. Toute l'économie se concentre sur le nord de la France, sur Paris essentiellement. Donc nous espérons nous profiter de cette opportunité historique que nous attendons depuis 3 siècles. Les autonomistes catalans, fiers de leur langue, de leur culture et assez loin des séparatistes basques et corses. Nous n'avons jamais combattu pour obtenir, mais nous avons fait avancer démocratiquement nos idées. Le rêve des autonomistes aujourd'hui, c'est un Perpignan qui deviendrait aux yeux de tous Perpignat, le partenaire incontournable d'une Catalogne libérée de ses liens avec Madrid. S'il y a un nouvel État, je pense que ce nouvel État va essayer, d'un point de vue économique, d'augmenter ses exportations vers l'Europe. Et qui dit exportation vers l'Europe dit automatiquement passage par Perpignan. Ce nouvel État, ce n'est pas demain. Les Espagnols devraient se prononcer par voie de référendum d'ici 4 ans. Alors pourquoi cette question de l'indépendance revient-elle avec autant de force en Catalogne? Sans doute en partie à cause de la crise, les Catalans n'acceptent plus de payer pour les régions les plus pauvres du pays, d'autant que la situation s'est rapidement dégradée ces derniers mois. Les premiers touchés sont les jeunes. Colloques, réflexions, recherches, le thème fait parler. Il faut dire que c'est un sujet de préoccupation toujours plus grand en Espagne, l'école et les ninis. Ni étudiants, ni en activité. Plus du quart de la jeunesse en Catalogne. Si le nombre d'étudiants est conforme à la moyenne européenne, le taux d'abandon scolaire est alarmant, plus de 26%. Un problème culturel, mais pas seulement. Le boom de l'immobilier passé et la croissance d'hier ont eu leur part de responsabilité. Le marché du travail, au temps du boom économique, offrait nombre
nombre d'emplois qui ne nécessitaient pas beaucoup de qualifications. Ainsi, beaucoup de gens ont quitté le système scolaire sans être allés au-delà de la seule scolarité obligatoire. Ils ne sont pas revenus à l'école ensuite. Bien sûr, le marché du travail a une responsabilité, mais aussi le système scolaire qui n'a pas su retenir ces jeunes. Syndicat de jeunes salariés à Barcelone. Une enquête a été menée auprès des jeunes catalans. Le moral est dans les chaussettes. Entre un patronat frileux à l'idée d'embaucher des jeunes et des données économiques sombres, le panorama est très angoissant entre désillusions et nos futurs. Nous ne voulons pas parler de génération perdue, mais les faits le disent pourtant. Pensez que le taux de chômage des moins de 25 ans s'élève à 52%. Et si nous regardons les moins de 35 ans, nous avons 37% de chômage. Devant l'Université d'économie de Barcelone, les étudiants se retrouvent pour célébrer un des aspects de la culture catalane. Un sentiment d'appartenance commune, comme un des symboles de la force du groupe. Mais là aussi, les lendemains d'après-études interrogent. Malgré un niveau de formation académique très élevé, les perspectives sont minces, d'où l'idée souvent répétée de l'exil. Ils voient tous leurs amis, grands frères, grandes sœurs qui finissent avec leurs études avec un bon diplôme, des fois un master, et qui ne trouvent pas de boulot. Donc ils continuent parce qu'il n'y a que ça à faire d'étudier, si on a les moyens ici. Et espérer trouver un boulot après. Après, c'est vrai que les jeunes ici, beaucoup ont dans l'idée de partir à l'étranger. Beaucoup vont en Allemagne, beaucoup apprennent des langues justement pour repartir. À l'image de la France, l'institution scolaire se cherche un chemin, une idée de lumière, comme un contrat social à renouveler. Il reste que les Espagnols ont des territoires à explorer, la formation professionnelle par exemple à des niveaux très bas, pour espérer peut-être dessiner de plus larges perspectives. Renforcer tout ce qui est la formation professionnelle. Ici, la formation professionnelle, il faut la revaloriser. Il faut penser que ce n'est pas pour les enfants qui ne marchent pas et les échecs scolaires. Et il nous manque encore une offre de formation professionnelle, surtout dans le niveau supérieur, de qualité. La jeunesse ne sait pas ce qu'elle veut, mais elle sait ce qu'elle ne veut pas, dit Albert Camus. La jeunesse de Catalogne espère se hisser à un niveau d'espérance au moins égal à celui de ses parents. En Grèce, c'est le soulagement. La zone euro et le Fonds monétaire international sont tombés d'accord en début de semaine sur les moyens de réduire la dette grecque. Athènes obtient une aide financière de 43 milliards d'euros. Une première tranche d'un peu plus de 34 milliards devrait être versée le 13 décembre prochain. L'accord prévoit en outre la réduction des taux d'intérêt de la dette grecque, le rallongement des échéances et surtout le rachat des créances. Direction l'Italie à présent, toujours pour parler de créances avec cette interrogation. La mafia est-elle en train de devenir la première banque du pays? Confrontée à la difficulté d'obtenir un crédit, des milliers de particuliers ou de petits commerçants se tournent vers les organisations criminelles et vous allez voir que les conséquences peuvent être irréversibles. Qu'à Naples, la Camorra ait fait main basse sur la ville n'est pas un mythe. Paolo Battiloro le sait bien. La mafia lui a tout pris, ses économies, sa maison et bientôt son atelier. La raison, pour financer son activité de tailleur de corail, il avait besoin de 150 000 € et les banques lui ont refusé le prêt. Malheureusement, aujourd'hui, les banques ne nous aident pas. Alors Paolo a appelé à l'aide la mafia et ses usuriers autoprohibitifs, un engrenage qui l'a obligé à brader tous ses biens. Un bout de corail coûte 100 € normalement, mais il me revient à 300 avec eux. C'est ça le gouffre infernal. Impossible de s'en sortir. C'est une souffrance qui dure depuis des années. 100, 200, 300%, les taux d'intérêt des usuriers n'ont pas de plafond. Pour acheter une voiture, ce représentant de commerce leur a emprunté 6 500 €. Ça lui en a déjà coûté 13 000. Et l'échéancier est loin d'être terminé. Incroyable, tous les paiements se font par virement. Voici les reçus.
Mais ni Sergio ni son épouse ne peut se plaindre, l'usurier est leur propre cousin. C'est un cousin direct de mon mari. Il menace nos enfants, nous et lui, surtout lui, son propre cousin. Le matin, quand tu sors, tu ne penses qu'à la façon de gagner de l'argent pour payer ta mensualité. Ils se sentent pris au piège. Le problème, c'est que cette intimité familiale ou géographique, la vie dans un même quartier, sont génératrices d'omerta. Et la mobilisation de la police et des associations ne peut rien y faire. Sur les 3 millions d'Italiens qui seraient victimes de l'usure, selon une association de banquiers, très peu portent plainte. Depuis 20 ans, Tano Grasso fait le lien entre police et victimes de la mafia. Mais à chaque occasion, il a beau inviter ses concitoyens à dénoncer, difficile de libérer la parole. Déballer ça sur la place publique, pour beaucoup de gens, c'est admettre avoir des problèmes. Et il y a un phénomène de honte. Pour changer les mentalités, la route sera longue. Il faut dire qu'ici, l'usure n'est considérée comme un délit par le code pénal que depuis 20 ans seulement. En France, la semaine a été marquée par la drôle de guerre à l'UMP entre Jean-François Copé et François Fillon pour la présidence du parti. Et pour simplifier les choses, un groupe de députés non alignés réclame un nouveau vote des militants. Certains regrettent le spectacle désastreux que donne le principal parti d'opposition français. D'autant qu'ailleurs, en Europe, on trouve en ce moment même des exemples de consultations réussies. C'est le cas en Italie, où la gauche organise des primaires depuis quelques années déjà. On ne demande pas aux Italiens de montrer la carte de leur parti politique pour voter ici. Des électeurs de droite peuvent se faufiler au milieu de ces militants. La gauche en prend le risque. Ce qui compte, c'est que les résultats soient incontestables. Et c'est le chef du Parti démocrate qui arrive en tête au premier tour. Aujourd'hui, c'est une fête. La fête de la démocratie. Plus de 3 millions d'Italiens ont voté pour ces primaires, alors que le pays n'est plus gouverné par un politique, mais par un technocrate chargé de les sortir de la crise. Les Italiens peuvent-ils retrouver un appétit pour la politique ? 4% d'Italiens ont confiance dans leur parti. Et par conséquent, pour essayer de renouer des liens avec la société civile, avec les Italiens, eh bien, les primaires fonctionnent comme une sorte de pont entre ces mêmes partis et la société civile. Et en ce sens-là, les primaires, à mon sens, sont une forme de résolution de ce que l'on appelle très souvent la crise de la démocratie. Beatrice Biagini organise le scrutin parisien de ces primaires pour les Italiens de France, ici au siège du PS. Les règles sont les mêmes qu'en Italie pour éviter les contestations. On avait très bien réfléchi à comment organiser effectivement l'enregistrement et les votes aussi. Après, on avait des milliers et des milliers de militants bénévoles qui participaient au bureau de vote, qui ont garanti les contrôles, l'équilibre. Et surtout, on avait des représentants de chaque candidat dans chaque bureau de vote. À droite, en Italie, des militants réclament aussi l'organisation de primaires. À moins que Silvio Berlusconi ne se décide, comme il l'a laissé entendre aujourd'hui, à revenir dans la bataille. En France, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a présenté cette semaine une circulaire très attendue sur la régularisation des sans-papiers. C'était une promesse de campagne de François Hollande. Les nouvelles règles sont à peine connues que le gouvernement doit essuyer les critiques. Pas assez courageux pour les uns, trop laxiste pour les autres. Le ministre de l'Intérieur se défend. Il n'avait qu'un objectif, mettre un terme à l'arbitraire préfectoral. Favoriser une égalité de traitement sur tout le territoire. Voilà la volonté de Manuel Valls. Dans cette nouvelle circulaire, des critères ont été définis. Dorénavant, pour obtenir une carte de séjour, les salariés, par exemple, devront vivre ici depuis au moins 5 ans et prouver une ancienneté professionnelle. Ce n'était pas le cas jusque-là. Nora, par exemple, travaille depuis 8 ans auprès d'une personne âgée. Cette Algérienne a fait une demande pour un titre de séjour. La préfecture lui a refusé. Je paye mes impôts. Je suis déclarée, je travaille à plein temps. Je vous assure que je ne comprends absolument rien. Toutes mes copines, ils ont tous été régularisés. Les familles, elles, devront habiter en France depuis au moins 5 ans avec un enfant scolarisé depuis au moins 3 ans. Des exigences jugées trop restrictives par certaines associations.
Je pense que ces critères ne sont pas assez généreux et que le critère de 5 ans de résidence est excessif. Une nouvelle circulaire qui n'a pas vocation à régulariser en grand nombre comme en 1981 ou en 1997. Il n'y a pas d'appel d'air. Cette circulaire ne permet pas une régularisation massive. Selon le ministre de l'Intérieur, ces mesures devraient aboutir à la régularisation de près de 30 000 sans-papiers par an, ni plus ni moins qu'auparavant. Manuel Valls est décidément sur tous les fronts. Le ministre de l'Intérieur était en Corse en début de semaine pour afficher sa détermination à enrayer la criminalité sur l'île. Parmi les causes identifiées, il y a la pression immobilière. Et pour commencer, l'État devra faire respecter la loi littorale. Il suffit de survoler les côtes de l'île pour se rendre compte que la tâche va être difficile. Des paillotes non démontées sur la plage de Kotitia varient, survolées par l'hélicoptère de gendarmerie qui conduit Manuel Valls d'Ajaccio à Bonifacio. Dans son sillage, nous avons vu des villas, les pieds dans l'eau, des restaurants en infraction sur la plage. Nous avons aperçu, et le ministre aussi, des communes littorales comme Serra di Ferro en plein développement, même si elles ne disposent pas de documents d'urbanisme. Manuel Valls a aussi survolé à Bonifacio l'étang de Balistra, où les Lefebvre ont subi un attentat en juillet mais espèrent édifier un hameau nouveau. Bref, un littoral remarquable convoité et source de contentieux devant le tribunal administratif. Le ministre de l'Intérieur, lui, a surtout noté ceci. D'abord des paysages magnifiques, et puis j'ai vu aussi précisément l'action de l'État concernant la préservation du domaine maritime. Les associations, de ce point de vue-là, comme les élus, a priori, un rôle tout à fait essentiel. C'est ça, la démocratie. Les associations disent que l'État est complice et ferme les yeux, souvent. Oui, mais moi, l'accusation vis-à-vis de l'État, elle est injuste et en même temps, elle est insupportable. La Corse a besoin de l'État. Donc, il faut que certains arrêtent de mettre en cause en permanence l'État. Une action de l'État presque irréprochable selon lui, même si 11 PLU ont été annulés. Le maire de Bonifacio, dont le contentieux urbanistique est le plus important de France, est prêt à faire confiance au ministre. Quand on est autonomiste, on n'attend pas tout de l'État, mais je crois qu'on doit nous aujourd'hui prendre nos responsabilités. Et en tout cas à Bonifacio, l'État à mes côtés pour qu'on avance positivement. Entouré d'élus socialistes à Bonifacio, le ministre a moins parlé d'aménagement et de spéculation que de la singularité de la Corse dans la République. Et on reste en mer pour parler de vagues qualifiées de scélérates. Si elles sont surtout connues à travers les océans, vous allez voir que la mer Méditerranée n'est pas épargnée par les désastres qu'elle provoque. Pour la première fois, une entreprise propose un système de prévention, un système qui pourrait bien sauver des vies. On les appelle scélérates parce qu'imprévisibles et meurtrières. Ces vagues de plusieurs mètres de haut sont capables d'engloutir les navires. Pour éviter de tels drames, une société a mis au point un système de prévision des vagues scélérates. Ces prévisionnistes voient apparaître des signes inquiétants en Méditerranée. On s'attend à un phénomène de vagues scélérates visiblement pour la semaine à venir. On a des hauteurs qui vont atteindre pratiquement 9 mètres de haut. Ici en 2010 par exemple, ce bateau de croisière faisait route au large de l'Espagne quand soudain, 3 vagues de 8 mètres de haut l'ont frappé de plein fouet, bilan 2 morts. Même les plus gros bateaux semblent démunis devant ces vagues géantes. On a travaillé sur tous les accidents qui se sont reproduits durant les 30 dernières années et on a rejoué les scénarios des accidents pour montrer la fiabilité des indicateurs en mode prévision. Donc effectivement, il y a eu un travail dans ce sens-là de valider le service sur des cas réels d'accidents reproduits dans le passé. La PME toulousaine s'appuie sur des données recueillies par un réseau de bouées et de satellites pour fournir des prévisions à 7 jours. La journée mondiale de lutte contre le sida, c'est chaque année le 1er décembre. L'occasion de rappeler un chiffre, 34 millions de personnes sont atteintes du sida dans le monde. Des milliers d'individus ignorent leur séropositivité. Le dépistage est donc plus que jamais au cœur de la lutte contre cette maladie. Et justement, à Monaco, une opération de dépistage a été organisée. La princesse Stéphanie a montré l'exemple. La lutte contre le sida reste une priorité. Pour sensibiliser le plus grand nombre à ce fléau, l'association Fight AIDS à Monaco a organisé des tests de dépistage rapides, gratuits et anonymes. Donc vous avez un cercle,
ça veut dire que c'est négatif. Pour donner l'exemple, la princesse Stéphanie, présidente de l'association, n'a pas hésité à donner de sa personne. J'ai pensé peut-être que c'était plus facile, plus anonyme, que des gens hésitent à aller dans des centres de dépistage ou à l'hôpital se faire dépister, parce que c'est vraiment le meilleur moyen de prévention pour nous et d'information. Voilà, et on sait maintenant qu'on peut enrayer l'épidémie des nouvelles contaminations si les personnes atteintes du VIH sont sous traitement. Donc c'est pour ça que le dépistage est une phase importante de la lutte. La maladie fait des ravages, notamment au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe de l'Est. La France n'est pas épargnée, loin de là. La preuve, 50 000 personnes seraient porteuses du VIH sans le savoir. Le problème en France n'est pas du tout réglé, puisque chaque année, il y a plus de 6 000 nouvelles contaminations qui prouvent bien qu'en France, il y a une insuffisance d'information, il y a une insuffisance d'information, de prévention, de dépistage. Et pourtant, si des traitements comme la trithérapie existent, le sida reste une maladie mortelle. On ne les avait pas revus sur scène depuis 5 ans. Le groupe franco-algérien Gnawa Diffusion est de retour avec un nouvel album. Choc el Hel, ces Grenoblois chantent des titres en arabe, en français, en anglais. Une parfaite fusion des cultures et des rythmes. Fidèle à son habitude, le chanteur Amazir Kateb a enflammé le public. Grenoble-Paris, le trait d'union est naturel pour Amazir Kateb. À leur échelle respective, les deux villes sont deux tours de Babel métissées. Pour le chanteur fondateur de Gnawa Diffusion, revenir à la capitale ne manque pas de symbole. Ça fait du bien d'être dans ce grand village. C'est là qu'on présente pour la première fois ce nouveau répertoire, etc. Il y a déjà cet aspect artistique qui est un peu challenge pour nous, parce qu'on se jette dans la fosse aux lions. Depuis l'aube des années 90, Amazir et son groupe célèbrent à la fois la trance gnawa des anciens esclaves, le mélange des styles raga, jazz, funk et des textes toujours engagés. Choc el Hel, l'album des retrouvailles, parle des révolutions arabes sur fond d'impérialisme capitalo-religieux. Tant que la religion, elle reste croyance à l'échelle individuelle de chacun, elle ne dérange personne. Elle ne peut pas déranger dans ce cas-là. Elle ne dérange que quand elle s'érige en règle sociale, quand elle intervient dans la littérature, dans le cinéma, dans la musique, dans ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut montrer, ce qu'il ne faut pas montrer. Oh, chaque chose à sa place. Qu'il joue à Alger, Tokyo ou Marseille, Gnawa Diffusion sait entraîner son public dans une énergie contagieuse. Super géniaux, on voyage, on s'amuse. C'est juste magique. Waouh! En tant que jeune Algérien, on se retrouve facilement dans leur musique, c'est ça la chose. Voilà. Aujourd'hui, on est ensemble parce qu'il y a un vent de révolution qui souffle, parce qu'il y a un véritable plaisir à rejouer ensemble, parce que le public aussi nous rend cette joie-là, hein, c'est clair. Et quand Amazir Kateb reprend l'Auvergnat, chanson humaniste de Brassens, il nous rappelle que la musique est une langue universelle. L'image de la semaine nous vient du musée du Louvre, où les amateurs d'antiquités vont pouvoir admirer jusqu'au 25 février prochain un véritable trésor. Ce bronze antique grec a été daté du 2e siècle avant Jésus-Christ. Il a été découvert par hasard au fond de la mer Adriatique au large de la Croatie dans un état exceptionnel. Il ne lui manque qu'un seul objet entre ses mains, le strigil. Le strigil, ce racloir, permettait aux athlètes grecs de nettoyer leur peau après la pratique de leur sport. Alors la plupart des statues de bronze ont été fondues pour faire de la monnaie. Cet apoxiomène est donc un témoignage rare de cette époque. Il est temps de se quitter. Merci d'avoir été avec nous, que vous habitiez de ce côté-ci de la Méditerranée ou de l'autre côté. Au revoir. La semaine prochaine, vous retrouverez Grégoire Bouscambert pour un nouveau numéro du Journal de la Méditerranée.